D'accord. La situation entre l'Inde et le Pakistan s'est aggravée. Cela ne fait pas longtemps que nous en avons parlé vendredi dernier, n'est-ce pas? Et nous disions qu'il y aurait probablement juste une poursuite des échanges verbaux, vous savez, des discours musclés. Mais maintenant, la situation a dégénéré. Donc la dernière nouvelle, comme vous le savez, c'est que l'Inde a frappé en profondeur à l'intérieur du Pakistan. L'Inde affirme qu'elle visait des infrastructures terroristes, mais le Pakistan dit que des civils ont été tués. Et maintenant, le Pakistan a riposté en abattant 6 avions de chasse. Jusqu'à présent, nous n'avons vu aucune preuve. L'Inde n'a pas fourni de preuves reliant cette attaque terroriste au Cachemire au Pakistan. J'ai l'impression que Modi et l'Inde veulent cette guerre. Qu'en penses-tu? Oh, je le pense. Je veux dire, je pense que Modi est un Premier ministre qui est devenu Premier ministre de l'Inde en s'appuyant fortement sur un programme nationaliste. Et quand je parle de nationalisme, je veux dire un programme nationaliste hindou. Il est un partisan de ce qu'on appelle Hindutva, qui considère essentiellement la civilisation hindoue comme la civilisation de l'Inde et autour de laquelle l'Inde devrait être construite. Je ne pense pas qu'il aime beaucoup les musulmans. Je ne pense pas qu'il aime beaucoup le Pakistan non plus. Et il y a sans aucun doute une certaine virulence dans tout ce mouvement en Inde, ce qui est préoccupant. Et je pense qu'il estime probablement que, à moins que lui ou ses pairs n'adoptent une position très très ferme contre le Pakistan, il perdra la face auprès de ses partisans. Et j'ai bien peur de toute façon qu'il ne veuille pas vraiment adopter une position modérée vis-à-vis du Pakistan, car je pense qu'il partage sur ce point une certaine attitude belliqueuse et conflictuelle avec ses partisans. Voilà pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Je veux dire, vous savez, je ne pense pas qu'il ait jamais été enclin à faire preuve de beaucoup de retenue. Eh bien, on voit qu'il ne montre aucun signe réel de retenue. Alors, quel est son objectif en entretenant ce conflit avec le Pakistan? Veut-il prendre du territoire au Pakistan, s'emparer de l'ensemble du Cachemire? Le Cachemire est divisé actuellement, n'est-ce pas? Certaines parties sont contrôlées par le Pakistan et d'autres par l'Inde. Veut-il s'emparer de tout le Cachemire ou même aller au-delà? Quel est son objectif dans tout cela? Je pense que s'il a réellement l'intention d'envoyer des troupes au sol au-delà de la ligne de contrôle et d'essayer de s'emparer de l'ensemble du Cachemire, alors il prend un risque incroyablement dangereux. Le Pakistan s'y opposera. Le Pakistan est une puissance nucléaire. Je pense que de nombreuses personnes au Pakistan qui contrôlent le Cachemire s'y opposeront également. Et je pense qu'il y aurait une réaction très très forte de l'ensemble du monde musulman. Et si le Pakistan a le sentiment d'être acculé, j'ai bien peur que le risque qu'il utilise des armes nucléaires devienne très très réel. Donc l'Inde a effectivement des revendications sur le reste du Cachemire. Mais je pense que tout d'abord, ce serait une bataille impossible à gagner. Le Pakistan n'est pas un pays aussi puissant que l'Inde, mais cela reste un pays puissant. Et ce serait une bataille très dangereuse car le Pakistan possède des armes nucléaires. Et en ce moment, je pense que la plupart des pays dans le monde, sinon exactement favorables à l'Inde, ne vont au moins pas faire d'efforts particuliers pour la freiner. Mais si l'Inde commence ce qui serait perçu comme une guerre de conquête, alors j'ai bien peur que la donne change, et les pays qui étaient jusque-là sympathisants de l'Inde cesseront probablement de l'être. J'espère que des gens expliquent tout cela au Premier ministre Modi et lui disent « Tu peux aller jusque-là, mais pas plus loin ». Si cela se limite à quelques frappes de missiles et de l'aviation, alors la communauté internationale l'acceptera. Je veux dire, elle ne sera pas contente, mais elle l'acceptera. Mais si on commence à entrer dans des scénarios de guerre totale,
alors bien sûr, tout changera et la position de l'Inde deviendra isolée dans le monde entier. J'ai l'impression qu'avec ce genre de situation, il y a une tendance à l'escalade. Regardez le conflit entre l'Ukraine et la Russie, même si je sais que l'Occident a exercé des pressions sur Moscou et que la Russie était frustrée, malgré tout cela, j'ai quand même été surpris lorsque la Russie a réellement lancé l'opération militaire. C'est pareil pour Gaza. Après le 7 octobre, on savait tous ce qu'Israël voulait, mais je pensais quand même qu'une attaque totale, tuer des civils et commettre un génocide dans le monde d'aujourd'hui sous le regard de tous, c'était peu probable. Et pourtant, nous y sommes, non? Et c'est pareil ici. Vous savez, on en a parlé. Alors ne pensez-vous pas qu'il y a une tendance à ce que les choses s'enveniment jusqu'à un véritable conflit? Oh, il y en a. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je veux dire, je pense qu'il y a des différences. Vous avez parlé de l'Ukraine, et c'est certain, je pense que beaucoup de gens ont été très surpris lorsque les Russes sont effectivement entrés en Ukraine. Mais néanmoins, et malgré cela, et ils ont subi des conséquences politiques et diplomatiques pour l'avoir fait, je me souviens que pendant environ un an, ils étaient vraiment en difficulté sur le plan diplomatique. Mais ils ont été très très prudents et continuent de l'être depuis, pour ne pas mener ce qu'on pourrait appeler une guerre totale contre l'Ukraine. Ils ont essayé d'éviter d'attaquer les villes, d'éviter de frapper les infrastructures civiles. Ils ont annoncé des cessez-le-feu occasionnels. Comme Poutine vient de le dire, ils ont essayé d'éviter d'être provoqués à prendre des mesures qui, au final, se retourneraient contre eux. Or, Israël n'a pas agi ainsi après les événements d'octobre 2023. Au contraire, il a opté pour une guerre totale à Gaza et pour un génocide là-bas, avec toutes les conséquences que nous avons constatées. Le risque est le suivant. L'Inde a un choix à faire. Soit elle s'inspire de ce que fait la Russie, même s'il faut préciser qu'il s'agissait d'un horrible attentat terroriste au Cachemire, mais qui n'était pas, en fin de compte, d'une ampleur comparable à la menace existentielle que la Russie estimait affronter avec l'Ukraine. Cela étant dit, l'Inde peut soit continuer à faire preuve de discipline et de retenue, peut-être en observant ce que les Russes ont fait, soit suivre l'exemple israélien, auquel cas ce serait une catastrophe. Et nous pourrions très bien nous retrouver dans une situation où la guerre nucléaire deviendrait une réelle possibilité. Il est important de préciser que non seulement le Pakistan possède de nombreuses armes nucléaires, mais, d'après ce que je comprends, le processus de prise de décision y est décentralisé. Et le Pakistan a une doctrine de première utilisation, ce qui, inévitablement, est le cas, car il est de loin la partie la plus faible. Il pourrait arriver un moment où les Pakistanais estiment n'avoir d'autre choix que d'utiliser des armes nucléaires. Car s'ils sont vaincus au Cachemire, par exemple, la survie même de l'État pakistanais pourrait être remise en question. Donc vous savez, on aimerait penser que Modi et ses responsables en sont conscients. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en Inde qui le comprennent, mais le passé de Modi, ainsi que celui de son mouvement politique, laisse planer un grand doute sur le fait qu'ils en aient réellement conscience. Je crois que vous en avez déjà parlé lors de la dernière élection, même si Modi a conservé son poste de Premier ministre, son parti a été considérablement affaibli. Est-ce que cela pourrait être sa façon de regagner du terrain, de détourner l'attention des gens? Est-ce que cela fait partie des raisons pour lesquelles il est si désireux d'avoir ce conflit? Est-ce possible? Oui, je le pense. Je crois que c'est un peu plus compliqué que cela, dans le sens où le fait qu'il ait été considérablement affaibli lors de cette élection va le rendre encore plus anxieux
de conserver la part de son soutien qu'il lui reste, c'est-à-dire la frange la plus militante. Cela crée donc une tendance accrue à la radicalisation. Et d'ailleurs, j'ai rencontré des Indiens qui n'aiment pas les musulmans, et la façon dont ils parlent des musulmans est vraiment glaçante, en fait. Je veux dire, cela peut être très, très effrayant et vraiment, vraiment laid. Donc vous savez, certaines des personnes sur lesquelles Modi s'appuie ont, pour le dire franchement, des opinions très extrêmes. Ce n'est donc pas si différent, disons, des colons israéliens en Cisjordanie en termes de ce genre de vision, eh bien, si vous voulez, extrême, presque fanatique. Cela va donc le pousser à adopter une ligne dure. Mais aussi, encore une fois, c'est la méthode classique pour un dirigeant en difficulté d'essayer de renforcer son soutien. C'est précisément, vous savez, déclencher une guerre. Il y aura un effet de ralliement autour de vous parce que vous êtes le chef de guerre. Si cela se passe bien, vous en ressortez comme le génie. Margaret Thatcher a fait cela avec les Malouines. Pourquoi Modi ne dirait-il pas « Pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas aussi pour lui ?» Mais il doit réfléchir un peu, je pense, quand il fait ce genre de choses. Il s'est aliéné beaucoup de pays musulmans dans le monde, n'est-ce pas? Ce qui représente beaucoup de pays, une énorme population, des populations musulmanes. Il doit aussi en tenir compte dans sa réflexion, non? Eh bien, absolument. Il devrait le faire. Absolument. Il devrait également se préoccuper de la façon dont la grande communauté musulmane en Inde se sentira. Il y a beaucoup de personnes en Inde qui ne sont pas musulmanes et qui critiquent ce genre d'approche politique. Et bien sûr, chaque fois que l'on joue à ce jeu de la guerre, il faut considérer les risques de ce qui se passe en cas d'échec. Vous savez, la guerre est l'une des choses les plus dangereuses à entreprendre. Les guerres sont très faciles à déclencher. Elles sont très difficiles à terminer. Et comme l'un de nos grands écrivains et analystes de la guerre, Niccolò Machiavel, l'a dit un jour, les guerres ne se déroulent jamais comme l'avaient prévu leurs initiateurs. Ce sont les événements les plus imprévisibles. Vous pouvez penser que toutes les chances sont de votre côté et que vous allez remporter la victoire. Mais il faut toujours être prêt à la possibilité que, au contraire, vous puissiez subir une défaite. C'est pourquoi Machiavel disait qu'en tant que prince, il fallait essayer d'éviter les guerres, pas de les rechercher. L'un des perdants, semble-t-il jusqu'à présent, est en réalité la France. Car sur les 6 avions de chasse abattus par le Pakistan, 3 sont des Rafales fabriqués en France. L'Inde a dépensé 9 milliards de dollars pour en acheter 36, et les voilà abattus par le Pakistan. Le Pakistan utilise des J-10 fabriqués en Chine. Les autres avions de chasse abattus sont le Su-30 et le MiG-29, tous deux fabriqués en Russie. Quoi qu'il en soit, il semble que les avions de chasse pakistanais soient plus puissants et offrent de bien meilleures performances que ceux de l'Inde. Sans surprise, l'action du Chengdu Aircraft Industry Group a explosé. Et cela donne vraiment l'impression que le Rafale français est peut-être surévalué. D'accord. Puis-je dire quelques mots à ce sujet? Tout d'abord, les Indiens nient catégoriquement ces affirmations selon lesquelles leurs avions de chasse auraient été abattus. Je ne suis pas sur place, donc je ne sais pas dans quelle mesure cela est vrai. Dans ce genre de conflit, chaque camp avance ses propres affirmations. Et qui sait? Même si c'est vrai, il se peut très bien que le problème ne vienne pas tant des avions de chasse que des pilotes. Je sais que les pilotes de chasse pakistanais sont extrêmement bien entraînés, et il se peut qu'ils soient de meilleurs pilotes face aux Indiens. Cela pourrait être cela, ou bien il se pourrait que les tactiques utilisées par les Indiens soient de toute façon complètement erronées. Mais ce que je dirais à leur sujet, c'est ceci.
J'ai entendu beaucoup de gens dire, et je ne suis absolument pas un expert en technologie militaire, que le Rafale est un avion de chasse largement surévalué. Il a été fortement promu par la France comme le meilleur avion de chasse produit en Europe. On en parle beaucoup, mais savoir s'il est réellement à la hauteur des avions de chasse plus avancés qui commencent à apparaître dans le monde est une autre question. Donc, je suis tout à fait prêt à le croire. Je ne sais tout simplement pas avec certitude quels sont les faits. D'accord, donc Xi Jinping est actuellement en visite en Russie, assistant à la célébration du 80e anniversaire du jour de la victoire. Et lundi, Kiev a effectivement lancé des dizaines de drones, selon le maire de Moscou. Il a déclaré qu'il les avait interceptés près de Moscou. Donc Zelensky ne se soucie vraiment pas de provoquer les dirigeants mondiaux, notamment Xi Jinping, mais aussi Lula et Vučić. Je veux dire, il y a petit 29 dirigeants qui assistent à cette cérémonie. En agissant ainsi, il s'isole de tant de pays. Il n'en a vraiment rien à faire. C'est incroyable. Maintenant, les Russes affirment que la nuit dernière, l'Ukraine a lancé 500 drones contre la Russie, la plus grande attaque de drones menée par l'Ukraine jusqu'à présent. La plupart d'entre eux, la grande majorité, selon les Russes, n'ont pas réussi à passer. Il y a eu quelques dégâts à certains endroits, mais il s'agit clairement d'une tentative longuement réfléchie et préparée pour perturber la célébration des fêtes. Et il circule des informations selon lesquelles, ces derniers jours, la Chine aurait en fait adressé des avertissements aux Européens et leur aurait dit « Vous savez, il est temps pour vous de reprendre en main votre marionnette, qui est Zelensky. Et regardez, tant que Xi Jinping est en Russie, vous n'attaquez pas Moscou. » Je veux dire, c'est complètement fou de faire ça. Je n'ai vu aucune preuve que les Européens aient fait quoi que ce soit pour essayer de freiner Zelensky. Et c'est bien là le problème. Je veux dire, je pense que Zelensky lui-même a été traité par les puissances occidentales, en particulier par les Européens, comme s'il était une sorte de Churchill ou de Gaulle, ou, je ne sais pas, une sorte de figure héroïque. Je pense qu'il en est venu depuis longtemps à croire que quoi qu'il fasse, aussi dangereux, imprudent ou extravagant que ce soit, les Européens seront toujours là pour l'aider. Je pense qu'il nourrit désormais une haine viscérale immense envers les Russes. J'ai entendu dire qu'il déteste en fait les Russes et déteste personnellement Poutine. Et je pense qu'il ne peut pas se retenir dans cette situation. Il voit ce grand événement célébré là-bas. Il a probablement, au fond de lui, ses propres sentiments de culpabilité à ce sujet. Son grand-père a combattu dans l'armée rouge et était apparemment un soldat très courageux qui s'est battu contre les nazis. Donc il a sans doute tous les complexes qui découlent de cela. Quoi qu'il en soit, il ne peut pas se retenir. Et malheureusement, il n'y a pas d'acteur extérieur prêt à lui mettre la pression et à le freiner. Avez-vous entendu un seul mot de critique de la part de quelqu'un en Occident lui disant « Vous savez, ce n'est pas une bonne idée. Vous devez arrêter de faire cela. Ce n'est pas seulement une mauvaise idée. Ce que vous faites est complètement inacceptable. Vous devez arrêter. Si vous continuez, nous ne pourrons plus vous soutenir car vous mettez en danger la paix mondiale. » Avez-vous vu quelqu'un dire cela? Oui, je trouve fascinant que la célébration porte sur la défaite de l'Allemagne nazie, n'est-ce pas? Et Zelensky lui-même est juif et l'Ukraine a été occupée par les nazis. Donc cela devrait aussi être une célébration pour l'Ukraine. Peu importe ce que l'on pense de la Russie aujourd'hui, je ne comprends tout simplement pas comment ils pourraient utiliser cette occasion pour essayer d'embarrasser la Russie et mettre la vie de nombreuses personnes en danger. C'est comme ça, c'est tout ça fou, je trouve ça fou.
Mais, d'accord. Eh bien, je veux dire, tu n'es pas la seule personne, si je peux me permettre. Tu n'as qu'à lire les médias russes. D'ailleurs, les Russes sont incroyablement calmes à propos de tout cela. Je veux dire, tu serais étonné de voir à quel point ils sont calmes. Mais ils le sont. Mais tu sais, ils disent depuis des années que cet homme est un fou. Et tu sais, ils disent tous qu'il se drogue, ce qui d'ailleurs a été confirmé par quelqu'un qui a travaillé pour lui et qui est entré en contact avec moi. Pas directement, mais par l'intermédiaire d'un tiers. Mais tu sais, ce n'est peut-être pas vrai. Ce n'est peut-être pas vrai. Ce n'est peut-être pas vrai. Mais pour moi, il suffit de le regarder, de l'écouter et de voir la façon dont il se comporte pour comprendre à quel point il est en réalité incroyablement instable et imprudent. Et aussi, je constate qu'en Occident, les gens ne croient pas à la lecture de l'histoire de manière complexe et multidimensionnelle. C'est toujours un récit tout ou rien. Et ils n'arrivent jamais à reconnaître que les Soviétiques ont fait d'immenses sacrifices pendant la Seconde Guerre mondiale pour combattre les nazis. Ce sont les Soviétiques qui ont mené le combat. On peut penser ce qu'on veut de la Russie d'aujourd'hui, mais l'histoire reste l'histoire. Non? Pourquoi est-ce si difficile de simplement reconnaître ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale? On peut toujours critiquer la Russie actuelle. L'Occident ne croit pas à ce genre de récit, n'est-ce pas? Non, non. Je veux dire, ils ne se contentent pas de ne pas le reconnaître. Ils essayent de supprimer ce fait. Beaucoup de gens en Occident supposent, il y a des sondages d'opinion à ce sujet, que les Russes étaient de l'autre côté. Je ne dis pas que c'est la majorité, mais il y a des gens qui le pensent. Et il y en a d'autres, malheureusement, qui pensent que, dans la mesure où nous combattions les Russes contre les Allemands, nous étions du mauvais côté, que les Allemands étaient meilleurs que les Russes. Donc, on se retrouve avec toutes ces idées étranges. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi l'Occident fait-il cela? Pourquoi change-t-il l'histoire? Pourquoi supprime-t-il autant de choses sur l'histoire? Et ils le font massivement avec les Russes. Ils font cela massivement avec la Chine. Je veux dire, dans le cas de la Chine, combien de personnes en Occident savent ce qui s'est passé en Chine au XIXe siècle? Très très peu. Eh bien, George Orwell l'a très bien exprimé dans 1984. C'est pas censé concerner d'autres endroits, mais en réalité, cela parle beaucoup des pathologies politiques occidentales et plus précisément britanniques. C'est un fait qu'Orwell lui-même a reconnu, mais que très peu de gens comprennent. Quoi qu'il en soit, Orwell a dit, il y a une expression dans ce livre. Celui qui contrôle le présent contrôle le passé. Celui qui contrôle le passé contrôle l'avenir. Voilà donc la perspective. Vous contrôlez le présent, vous écrivez le passé. En contrôlant le passé, vous contrôlez l'avenir. Eh bien, cela signifie donc que tout est unidimensionnel. Soit vous êtes bon, soit vous êtes mauvais, et il n'y a rien entre les deux, n'est-ce pas? Il n'y a donc aucune complexité, j'imagine. Non, l'Occident n'aime pas la complexité. Il n'aime pas réfléchir, je veux dire, tout simplement. Je veux dire, il trouve l'idée même d'aborder les choses. D'ailleurs, cela rend les discussions avec des personnes de ce genre, des personnes qui défendent ce type de position, très très difficiles. Parce que vous dites, eh bien, essayons de décortiquer cela. Vous parlez de Hong Kong, par exemple. Revenons en arrière et regardons l'histoire de Hong Kong et tout cela. Ah, donc vous soutenez cette dictature maléfique à Pékin qui essaye d'opprimer le peuple de Hong Kong. Non, j'essaie de parler de l'histoire et du fait que Hong Kong est chinois. Donc, vous voyez comment cela fonctionne. C'est fait comme ça. Et bien sûr, en termes de propagande, c'est très efficace parce que la plupart des gens ne sont pas capables de suivre les détails. Mais en termes de politique, c'est catastrophique.
Alors, à part la célébration, de quoi penses-tu que Xi Jinping et Poutine vont parler? Eh bien, s'ils vont parler, si Xi Jinping va être à Moscou pendant 7 jours, il n'est pas venu juste pour assister à un défilé. Il s'y est rendu, même si ce défilé est important, et même si les célébrations le sont aussi, il y va parce que les deux hommes ont beaucoup de choses à discuter. Il va donc y avoir beaucoup de discussions sur l'économie. Je vais supposer que ce sera le point central de cette rencontre. Je veux dire, ils vont parler d'économie, de coopération économique. Nous avons vu qu'il y a eu cette guerre tarifaire avec les États-Unis. La Chine va devoir diversifier une partie de ses approvisionnements. Je veux dire, elle a acheté énormément de pétrole et de produits pétroliers aux États-Unis. Maintenant, la Russie est bien placée pour remplacer tout cela. Il est possible qu'ils avancent maintenant vers un accord sur le Power of Siberia 2. J'ai entendu certaines personnes le suggérer. Nous devrons attendre et voir. Il y aura beaucoup de discussions sur l'économie et tous ces sujets-là. Et bien sûr, ils parleront des différents problèmes et crises qui existent dans le monde. Ils coordonneront leurs positions et feront beaucoup de choses de ce genre. Et bien sûr, j'ai évoqué les choses que la Russie pourrait offrir à la Chine. Mais les Russes voudront aussi des choses de la part de la Chine. Ils sont bien conscients du fait que la Chine est désormais en tête dans le domaine de l'IA. Ils veulent développer leurs propres industries de l'IA. Ils offriront sans aucun doute aux Chinois des opportunités en Russie pour développer diverses usines et peut-être accéder aux universités russes si les Chinois en ont besoin. Même si, d'ailleurs, ce n'est probablement pas le cas. Mais en tout cas, ce genre de choses. Je pense qu'il y aura beaucoup de discussions de ce type, comme c'est toujours le cas lorsque Poutine et Xi Jinping se rencontrent. Et il y aura aussi d'autres sujets, des choses dont nous ne saurons jamais rien, sur la coopération militaire, sur la coopération en matière de renseignement, des sujets sur lesquels il vaut peut-être mieux ne pas trop spéculer. La Chine accepte donc maintenant de rencontrer les États-Unis à Genève. Cela a été annoncé et le ministère des Affaires étrangères l'a confirmé. Mais qu'en pensez-vous? Je veux dire, d'après leur déclaration, Bezan a dit « D'accord, nous devons désamorcer la situation avant de pouvoir avancer. » Eh bien, je ne pense pas que vous ayez besoin que la Chine désamorce. C'est vous qui avez commencé. Pourquoi ne commencez-vous pas à désamorcer la situation? Encore une fois, je veux dire, vous savez, on parle de réécrire l'histoire. L'histoire ne date que de 3 semaines, et ils sont déjà en train de la réécrire. Je veux dire, qui a commencé toute cette affaire? Je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est très très simple. Les Américains, Trump a lancé cette énorme guerre tarifaire contre la Chine. Il a été complètement pris de court lorsque la Chine a riposté. Il a raconté des histoires et continue d'en raconter depuis qu'il a commencé. Il affirmait encore, il y a quelques jours, que Xi Jinping le suppliait d'essayer de lever ces mesures, qu'il avait eu tous ses contacts avec Xi Jinping. Rien de tout cela n'était vrai. Il prétendait que la Chine cherchait qu'elle menait des négociations secrètes. Il n'y avait aucune négociation secrète. Une photo a circulé montrant un homme d'apparence asiatique entrant. Je crois que c'était dans le bureau exécutif, ou peu importe, comment cela s'appelle, dans l'aile ouest. Et bien sûr, il ne s'agissait pas de la délégation chinoise dont nous avons parlé. Il y a eu beaucoup de discussions selon lesquelles toutes sortes de pays faisaient la queue pour conclure des accords commerciaux avec les États-Unis qui couperaient leurs liens avec la Chine. Nous n'avons vu aucun de ces accords commerciaux. Ce que nous savons, et je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute là-dessus, c'est que les plus grands détaillants américains ont contacté l'administration et ont dit « Écoutez, il faut que nous reprenions la situation en main,
car dans quelques semaines, il y aura des pénuries de produits de consommation essentiels dans les magasins américains. Et je pense qu'à ce moment-là, enfin, ils ont compris. Et ils se sont dit, bon, il faut désamorcer la situation. Nous devons essayer de rencontrer les Chinois. Nous devons voir ce que nous pouvons faire. Ils ont donc contacté les Chinois, alors qu'ils avaient précédemment dit qu'ils ne le feraient pas. Ils attendaient que les Chinois les contactent. D'ailleurs, je devrais préciser que, du côté MAGA, on voit encore des gens affirmer que c'est la Chine qui a demandé cette rencontre. Nous savons que c'est l'inverse. En fait, ici, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous savons que c'est l'autre camp qui a pris l'initiative. Bref, ils ont finalement tendu la main à la Chine et proposé d'organiser cette rencontre en Suisse pour voir ce qu'il en ressortirait. Et quand Besson parle de désescalade, on voit bien qu'il cherche un moyen de sauver la face pour commencer à réduire les droits de douane. C'est vraiment de cela qu'il s'agit. Donc la Chine a gagné, ou du moins n'a pas encore gagné, mais on s'en approche. Oui, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Li Jian a effectivement déclaré lors d'une conférence de presse que la position de Pékin, qui s'oppose fermement à l'abus des tarifs douaniers par les États-Unis, n'a pas changé. Ça me donne l'impression que la Chine va jouer dur, non? Donc oui. Eh bien sûr qu'ils le font. Pourquoi ne le feraient-ils pas? Je veux dire, évidemment, indépendamment de tout le reste, si la Chine ne jouait pas dur, dans quelques semaines, les tarifs augmenteraient à nouveau. Je veux dire, s'il semblait que la Chine faisait des concessions, vu le genre de personnes qui dirigent à Washington, pas seulement Trump lui-même, mais des gens comme Peter Navarro et Stephen Mnuchin et tout cela. Stephen Mnuchin et tous ces gens qui détestent la Chine. J'ai entendu dire que Scott Bessent déteste aussi la Chine d'ailleurs. Ces personnes qui détestent la Chine, s'ils voient le moindre signe de faiblesse du côté chinois, ils feront ce qu'ils font toujours. Ils vont encore intensifier. Donc bien sûr, la Chine va adopter la position la plus ferme possible. Eh bien, il y a un problème persistant avec la dette américaine et la finance en général. La Fed, la Réserve fédérale, vient tout juste de dépenser 20 milliards de dollars en obligations à 3 ans, le plus gros achat en une seule journée depuis 2021. Et maintenant, la Fed tient une réunion aujourd'hui, si j'ai bien compris, et il semble qu'ils ne vont pas baisser le taux d'intérêt, ce que Trump souhaitait. Mais quoi qu'il en soit, vous savez, si le taux d'intérêt ne baisse pas, et qu'ils ont clairement, comme nous en avons déjà parlé, des obligations de dette avec une énorme quantité d'obligations arrivant à échéance en juin, ils doivent agir. Je veux dire, Trump doit faire quelque chose. Ils n'ont vraiment pas besoin que cette guerre tarifaire continue, n'est-ce pas? Absolument. Je veux dire, l'économie américaine fonce droit dans le mur. Même les partisans de Trump peuvent le voir maintenant. La Fed n'est pas en position de baisser les taux d'intérêt. La Chine, elle, peut baisser ses taux d'intérêt. Elle vient d'ailleurs de le faire, soit dit en passant. La Chine peut baisser ses taux parce qu'elle est en position solide. Elle connaît la déflation, pas l'inflation. Elle est donc en position de force pour baisser ses taux d'intérêt. Les États-Unis n'ont pas cette marge de manœuvre. Ils n'ont pas cette possibilité. Donc bien sûr, ils doivent commencer à prendre ces mesures. Et c'est pour cela qu'ils discutent. C'est pour cela qu'ils viennent maintenant en Suisse pour parler aux Chinois afin d'essayer de réduire ces droits de douane. Tout cela est tellement mal réfléchi, si mal préparé, si mal jugé, tellement influencé par les préjugés et la bigoterie, et par l'écoute de gens comme Gordon Chang, qui, pas plus tard qu'hier, je lisais un article de lui dans la presse britannique, disait que Xi Jinping ne survivrait pas à ces dernières mesures tarifaires. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi on continue à accorder de l'importance à Gordon Chang. Oui.
Certaines personnes plaisantent en Chine en disant que c'est une blague, et d'autres affirment qu'il doit être un espion chinois, vous savez, diffusant ces informations pour faire croire à l'Occident un faux récit sur la Chine, afin qu'il soit mal préparé à faire face à la Chine. Oui. Maintenant, parlons des droits de douane. Trump dit qu'il va imposer des droits de douane sur les films réalisés en dehors des États-Unis. Pourquoi fait-il cela? Tout d'abord, qu'est-ce que cela signifie? Parle-t-il des films produits par des studios étrangers ou des films, peu importe qui les produit, du moment qu'ils sont réalisés en dehors des États-Unis? Mais en ce qui concerne les films hollywoodiens, c'est un peu compliqué parce que ils tournent et produisent beaucoup de films en dehors des États-Unis, notamment au Canada. Mais ils font la post-production et tous les autres travaux à l'intérieur, à Los Angeles. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Je ne comprends pas. Je ne pense pas que qui que ce soit le sache. Je ne pense pas que Donald Trump lui-même le sache vraiment, en fait. Je ne suis même pas sûr qu'il réalise à quel point les films hollywoodiens ne sont plus tournés à Hollywood. D'ailleurs, c'est le cas depuis au moins les années 1960. Je veux dire, vous savez, tous ces grands films épiques hollywoodiens, Ben-Hur, par exemple, ont été principalement tournés à Rome, pas du tout à Hollywood, parce que c'était toujours bien moins cher et qu'il y avait toutes sortes de règles à ce sujet. Peut-être qu'il pense que s'il impose ces tarifs douaniers et que les films sont à nouveau tournés à Hollywood même, cela créera des emplois là-bas. Qui sait? Je n'en sais rien. Mais encore une fois, je me demande si ce n'est pas une question de soft power contre hard power, que Hollywood n'est plus la force qu'il était. Il n'a plus l'énorme influence mondiale qu'il avait autrefois. Horreur suprême. Des gens regardent en fait des films chinois. Certaines personnes regardent même des films chinois aux États-Unis. Donc il faut absolument empêcher ces terribles films d'entrer et s'assurer qu'ils ne regardent que des films américains. Je veux dire, vous voyez, j'ai vraiment l'impression qu'il y a aussi un peu de ça là-dedans. Le problème avec Hollywood, et je dois le dire franchement, c'est que cela fait des années qu'il ne produit plus de films que, selon moi, quelqu'un a vraiment envie de voir. Je veux dire, il y a quelques mois, environ un an, je me souviens plus exactement, il y avait Gladiator 2. Tu te souviens de ça? Qu'est-ce que c'est devenu? Je veux dire, tu sais, c'est juste arrivé et reparti, autant que j'ai pu voir. Personne ne s'y est vraiment intéressé. Donc tu vois, c'est ça le vrai problème avec Hollywood. Si les gens s'y mettaient vraiment et réglaient les choses, travaillaient à produire de vrais bons films, les gens auraient envie de les regarder. Pas des films d'action interminables, tu sais, des films de personnages de bande dessinée, des films basés sur des personnages de comics avec des dialogues censés être drôles, mais qui ne le sont pas du tout, ce genre de choses. Oui, le secteur des services aux États-Unis, y compris l'industrie cinématographique hollywoodienne, est celui qui génère un excédent commercial. Donc, si Trump se soucie vraiment de ce déséquilibre commercial, il ne devrait pas faire ça, vous savez, le perturber, parce que ça fonctionne, selon ses propres dires. Il aime les excédents, non? Oui, c'est un excédent, mais c'est un excédent complètement artificiel. Je veux dire, c'est un sujet que je connais parce que mon frère a été pendant de nombreuses années le secrétaire du syndicat des scénaristes de Grande-Bretagne. Donc je sais comment fonctionne l'industrie du cinéma. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet excédent provient essentiellement du fait que dans de nombreux pays, surtout en Europe, mais aussi dans beaucoup de pays hors d'Europe, les États-Unis possèdent les cinémas. Les entreprises américaines possèdent les cinémas. Odeon, l'une de ces chaînes. Elles s'assurent donc de diffuser des films américains. Ainsi, les gens ne peuvent pas voir de films d'autres pays parce que les Américains ont ou ont eu un quasi-monopole de la distribution.
Et bien sûr, ce qui se passe toujours lorsqu'il y a un monopole, c'est que la qualité se dégrade avec le temps, ce que nous constatons actuellement. Il est donc vrai que l'industrie cinématographique n'est pas dans une forme particulièrement forte en ce moment. Voilà, c'est comme ça. Je pense que c'est probablement sa réponse à cela. Je soupçonne que ce qui s'est passé, c'est qu'en coulisses, il y a eu beaucoup de lobbying de la part de l'industrie. Des gens d'Hollywood sont venus en disant qu'ils avaient besoin de protection. Il y a tous ces films bon marché et de mauvaise qualité venant de Chine qui arrivent et qui sapent notre grande, glorieuse et merveilleuse industrie hollywoodienne, qui produit tous ces chefs-d'œuvre exceptionnels. Par conséquent, nous avons besoin de droits de douane. Donc, connaissant la façon dont Washington fonctionne, je soupçonne qu'il se passe beaucoup de choses de ce genre. Eh bien, il y a un pays, en fait, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne produit beaucoup de films qui sont, vous savez, populaires, pas seulement des films, mais aussi des séries télévisées qui sont populaires aux États-Unis. Donc cela va également avoir un impact sur les films britanniques, n'est-ce pas? Y a-t-il une réaction là-bas? Il y a énormément de réactions. Beaucoup de gens s'inquiètent. Je vais vous donner un exemple. Une société de production britannique vient tout juste de vendre l'intégralité de la franchise James Bond à Amazon. Cela signifie qu'Amazon, c'est-à-dire Jeff Bezos, a désormais un contrôle total sur le prochain film James Bond. Tous les films James Bond, sans exception, ont été réalisés au Royaume-Uni, dans des studios britanniques. Si le prochain est réalisé aux États-Unis, ce sera un coup dur pour l'industrie cinématographique britannique, pour laquelle la franchise James Bond, son importance économique, ne peut tout simplement pas être surestimée pour le reste du secteur. Et si le film est réalisé aux États-Unis, certains craignent aussi que cet artefact culturel britannique ne soit plus vraiment britannique. D'ailleurs, si la Grande-Bretagne possède une industrie cinématographique forte, c'est en partie, encore une fois, pour la même raison que l'Amérique, la distribution. La Grande-Bretagne a contrôlé la distribution via la BBC. La BBC engage et produit beaucoup de séries télévisées qui, grâce à leur prestige et dans une certaine mesure à leur qualité, peuvent ensuite être exportées aux États-Unis. Je ne sais pas si la qualité est encore aussi bonne aujourd'hui, mais en tout cas, ils le font. Et cela constitue une base pour une industrie cinématographique en Grande-Bretagne. Les Britanniques ont également pu utiliser leurs studios, Pinewood en particulier. Il y a beaucoup de travail pour les Américains, pour Hollywood aussi. Ainsi, beaucoup de films Star Wars, beaucoup du travail sur les films Star Wars ont en réalité été réalisés en Grande-Bretagne. Même si les gens considèrent Star Wars comme un produit purement américain, une grande partie a en fait été faite à Pinewood. Donc si tout cela disparaît, c'est une part importante de l'économie culturelle et des services britanniques. Encore une fois, à ne pas sous-estimer. D'accord. Donc, Oman, ils ont rompu le cessez-le-feu entre les États-Unis et le Yémen, ce qui est un peu surprenant, mais peut-être pas tant que ça, car les États-Unis ne s'en sortent pas très bien en mer Rouge. On dirait qu'ils sont attaqués en permanence par les Houthis. Bien que les Houthis aient déclaré qu'ils poursuivraient leurs opérations contre Israël en raison de l'agression israélienne à Gaza, il semble que les États-Unis se retirent, du moins en partie. Entre-temps, on a aussi vu Mike Waltz, le conseiller à la sécurité nationale. On pourrait dire qu'il a été promu, mais bien sûr, il a été rétrogradé. Voilà. Mais bref, il a contrarié Trump. D'après ce que j'ai compris, c'est principalement parce qu'il essayait de pousser à une guerre totale contre l'Iran et qu'il était aussi en contact permanent avec quelqu'un en Israël, ce que Trump n'a pas apprécié. Quoi qu'il en soit, il me semble que Trump, concernant à la fois les Houthis, la zone de la mer Rouge et l'Iran, veut réduire l'engagement et il y a certaines forces dans son entourage qui s'y opposent.
Est-ce bien ce qui se passe en ce moment? C'est tout à fait exact. Je veux dire, je pense que ce qu'il faut dire à propos de l'affaire des outils, ce n'est pas que les Américains essaient de se retirer, c'est qu'ils ont été vaincus. Il faut être franc à ce sujet. Nous ne devrions pas les couvrir. Ils sont intervenus. Mike Waltz a apparemment été un grand défenseur de cette opération parce qu'il est clair qu'il travaille en étroite collaboration avec les Israéliens. Les Israéliens voulaient que les Américains attaquent les outils. Les Américains ont attaqué les outils. Ils ont mené toutes sortes de frappes de missiles et de frappes aériennes contre les outils. Et ils n'ont rien accompli. Ils n'ont pas vaincu les outils. Ce qui se passe actuellement, c'est que les Houthis réussissent de plus en plus à riposter contre les Américains, et les navires de guerre américains sont de plus en plus menacés. Apparemment, 2 avions de chasse F-18 ont également été perdus de manière très publique. Il ne fait aucun doute que ces avions de chasse ont été perdus. La plupart des gens pensent qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant qu'un navire de guerre américain ne soit touché et gravement endommagé par un missile Houthi. Les États-Unis ont donc dû se replier. Et c'est une défaite. Ce n'est pas quelque chose qui leur a été imposé maintenant. Il semble que Waltz ait été le principal défenseur de cette stratégie. Et il s'avère que Waltz travaillait également avec les Israéliens pour tenter de déclencher cette guerre contre l'Iran. Trump ne veut pas d'une guerre totale avec l'Iran. Et il sait que sa base électorale n'en veut pas non plus. Marjorie Taylor Greene, la représentante de Géorgie, qui affirme parler au nom du mouvement MAGA, et c'est probablement vrai dans une certaine mesure, au moins, s'est exprimée très clairement. Nous ne voulons pas d'une guerre avec l'Iran. Nous n'aimons peut-être pas l'Iran, mais nous ne voulons pas que les États-Unis soient impliqués dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient, et certainement pas contre l'Iran. Donc je pense que Trump a bien pris tout cela en compte. Il garde probablement quelques soupçons, tout comme moi, à propos de l'affaire du signal de Goldberg. Je ne prends pas vraiment au sérieux ces affirmations selon lesquelles tout cela n'aurait été qu'une erreur. Je dois le dire. Oui, exactement. Donc il est temps que Waltz parte. Mais là encore, on voit qu'il y a une faiblesse à ce sujet parce que Waltz travaille avec les Israéliens. Il essaye d'impliquer les États-Unis dans une guerre contre l'Iran. Il va à l'encontre de la politique du président, même qu'il est censé servir. Alors, est-ce qu'on le limoge simplement? Non, on le nomme plutôt ambassadeur à l'ONU. Cela montre encore une fois que Trump est très nerveux à l'idée d'affronter ces gens de front. Et il reste extrêmement puissant au sein de son administration. On voit que, d'un côté, il ne veut pas de guerre avec l'Iran. De l'autre, la rhétorique contre l'Iran s'intensifie. On the other, the rhetoric against Iran is escalating, and he published that tweet, or rather, so that Et il a publié ce tweet, ou plutôt ce message sur Truth Social, dans lequel il affirme que tout pays qui fera des affaires avec l'Iran ne fera plus d'affaires avec les États-Unis, et que l'Iran doit abandonner l'intégralité de son programme nucléaire, pas seulement les parties qui pourraient aboutir à une arme nucléaire, mais même les parties légitimes qui font partie de son économie civile, de son système de santé ou autre. Il faudrait apparemment renoncer à tout cela, ce que les Iraniens n'accepteront jamais. Donc, même s'il est clair qu'il ne veut pas la guerre, il n'en fait pas assez pour écarter cette possibilité. On ne peut donc pas être trop encouragé par cela. Oui, j'ai ressenti ça aussi. Les forces autour de lui sont tellement fortes, tellement puissantes, tellement fortes. Oui, le chancelier allemand. Donc, on a un nouveau chancelier allemand après quelques rebondissements, non? Merz, finalement, lors du premier tour de vote, il n'a pas obtenu assez de voix pour devenir chancelier, ce qui apparemment n'était jamais arrivé dans l'histoire allemande. Qu'en penses-tu?
il ne doit pas être très populaire. Est-ce vraiment le cas? Ce n'est pas le cas. C'est absolument sans précédent. La coalition qu'il dirige, composée de son propre parti, la CDU, du parti frère de la CDU, la CSU et des sociodémocrates, contrôle en théorie 328 voix au Parlement allemand. Lors du premier tour pour nommer Merz, ils n'ont obtenu que 310 voix. Donc, 18 députés de la coalition se sont soit abstenus, soit, dans le cas de 5 d'entre eux, ont voté contre Merz. Je veux dire, on le sait, parce que l'opposition dispose de 302 voix, et les votes contre Merz étaient au nombre de 307. Il a donc clairement de nombreux opposants et ennemis au sein de sa propre coalition. Ensuite, ils ont organisé un second vote. Les gens ont été rappelés à l'ordre. Cette fois-ci, je crois que c'est 325 personnes qui ont voté pour Merz, ce qui signifie que 3 ne l'ont toujours pas fait. Donc il y a clairement une opposition à son égard. Et je dois dire que plus je l'ai observé de près, comme c'est le cas depuis l'élection, moins il m'impressionne. Et je comprends de mieux en mieux pourquoi les gens en Allemagne ne l'aiment pas. Il est très abrasif, il est très arrogant, il se croit un génie, ce qu'il n'est pas d'ailleurs. Et ses opinions sont ce qu'on pourrait qualifier de pessimistes, conventionnelles, mais complètement dépassées. En politique étrangère, il pense encore que le monde est resté tel qu'il était en 1990, ou à peu près à cette époque. In 1990 or sometime around then, I mean. Il semble qu'il ait eu une dispute ou une sorte de lutte de pouvoir avec Angela Merkel en 2002. Donc il semble qu'au sein de la CDU, il y ait au moins 2 factions. L'une est celle d'Angela Merkel et l'autre, la sienne. Après cette dispute, il a quitté la politique pendant plusieurs années et a travaillé dans un cabinet d'avocats, mais il a aussi, à un moment donné, été membre du conseil d'administration de BlackRock. Avec un tel parcours, on peut assez bien deviner quel genre de personne il est. Mais vous savez, le problème plus large, c'est de savoir quelle direction l'Allemagne va prendre à partir de maintenant, car c'est Angela Merkel qui a convaincu Poutine de construire Nord Stream 2. J'ai donc l'impression qu'Angela Merkel et sa faction au sein de la CDU sont plus indépendantes, pensant davantage du point de vue de l'Allemagne, alors qu'apparemment ce Merz, pour beaucoup d'Allemands, est perçu comme trop pro-américain, trop proche des États-Unis. Est-ce aussi votre interprétation? Absolument. C'est exactement ce qu'il est. C'est le politicien le plus pro-américain à devenir chancelier d'Allemagne depuis les années 1950. Je veux dire, depuis Adenauer, dans les années 1950. Le plus pro-américain, le plus anti-russe, le plus anti-chinois aussi d'ailleurs. Mais bien sûr, il imagine une Amérique d'avant Trump. Donc déjà là-dessus, il paraît fragile aussi. Mais tu as tout à fait raison. Et l'autre chose à dire, c'est que bien sûr, BlackRock a une réputation particulièrement mauvaise en Allemagne. Si tu sais, il y a une série télévisée allemande qui s'appelle Heimat, qui a été réalisée il y a de nombreuses années, ça veut dire patrie, et qui porte sur l'histoire de l'Allemagne. Elle retrace la vie d'une famille de 1918 jusqu'à environ 1990, à peu près. Bref, elle a été réalisée il y a longtemps, mais il y a une séquence où l'un des membres de la famille tombe sous... Son entreprise fait faillite parce qu'il fait confiance à une société financière américaine très très sinistre, qui est évidemment BlackRock. C'est à peine dissimulé. Donc oui, c'est une série télévisée populaire en Allemagne. Cela donne une idée de ce que les Allemands pensent de BlackRock dans l'ensemble. Et voici Merz, qui y est associé. Il est maintenant le chancelier de l'Allemagne. Et en fait, dans la mesure où il a un programme économique pour l'Allemagne, c'est le genre de programme auquel on pourrait s'attendre de la part de quelqu'un qui a travaillé pour BlackRock. Je veux dire, c'est vraiment axé sur l'expansion de la dette.
la financiarisation de l'économie sous toutes ses formes. Il ne fait aucun doute qu'il croit en tout cela, que c'est la façon de moderniser l'économie allemande, de la rendre plus semblable à l'économie américaine. Mais bien sûr, ce n'est pas le type d'économie ou de société auquel de nombreux Allemands sont habitués ou souhaitent appartenir. Eh bien, n'est-ce pas intéressant que nous ayons maintenant un chancelier allemand qui travaillait auparavant pour BlackRock, et puis nous avons le Premier ministre canadien qui travaillait pour la Banque d'Angleterre, mais Mark Carney a aussi travaillé pour Goldman Sachs. Donc, ces banquiers deviennent de plus en plus influents. Je veux dire, les banquiers étaient autrefois en coulisses, n'est-ce pas? Ils ont toujours été très influents. Mais ils restaient en arrière-plan. Mais maintenant, il semble qu'ils aient même franchi le pas pour devenir chef d'État. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que si vous vivez en Occident, comme nous deux, vous savez que bon nombre des problèmes trouvent leur origine dans la crise financière de 2008, qui a été causée précisément par le type de personnes et d'institutions qui gagnent aujourd'hui tant d'influence. Donc vous voyez, plus vous échouez, plus vous réussissez en Occident. Et il y a beaucoup de discours sur le fait que nous avons besoin de plus de production, plus d'industrie, que nous devons nous concentrer sur la technologie, l'IA et tout cela. Où sont les ingénieurs? Où sont les scientifiques? Où sont les personnes qui comprennent ces sujets et qui entrent au gouvernement pour travailler à la réalisation de ces objectifs? Il faudrait les chercher à la longue vue. Vous en trouverez peut-être un quelque part, mais je ne sais pas où cette personne se trouve, car je ne l'ai pas vue. Alors, Mark Carney, il est en visite aux États-Unis. Est-ce que tu as l'impression, moi j'ai eu le sentiment que ce n'était pas vraiment une visite très productive? Il y a eu des moments qui étaient presque un peu tendus, parce que il parlait de Trump, qui évoquait encore le 51e État, et sa réponse a été, tu sais, en tant que promoteur immobilier, tu devrais savoir que certains endroits ne sont tout simplement pas à vendre. Et puis, la réponse de Trump, c'était, tu sais, il faut jamais dire jamais. Donc, il y a même eu ces moments un peu tendus. Quel est ton avis sur sa visite aux États-Unis? Eh bien, je suppose que cela devait arriver. Je veux dire, il est très difficile d'imaginer qu'un Premier ministre du Canada ne visite pas les États-Unis. Donc je ne critique pas le fait que cela se soit produit. Je veux dire, c'était inévitable. Mais en tant que rencontre, cela n'a fait que mettre en évidence l'énorme fossé entre les deux hommes et le fait que, fondamentalement, ils ne s'aiment pas. C'est ainsi que je l'ai ressenti. Donc c'est une visite de courtoisie, c'est ça? Pas une vraie. D'accord, il n'y a pas de vrai. Il n'y a pas de fond. Je veux dire, la rencontre entre Poutine et Xi, qui va bientôt avoir lieu, va être très substantielle. Je veux dire, la visite de Carney et Trump n'aura absolument aucune substance. Aucune rencontre entre dirigeants occidentaux n'a la profondeur qu'aurait une rencontre entre Poutine et Xi. Vous ne verrez jamais des dirigeants occidentaux s'asseoir avec leurs experts de part et d'autre de la table, passer toute une journée en discussion détaillée, aborder les différents problèmes, les résoudre, avancer sur toutes sortes de questions techniques, consulter les différentes entreprises, élaborer les plans, les procédures douanières. Vous ne verrez jamais rien de tel entre les dirigeants occidentaux. Cela fait vraiment très, très longtemps que je n'ai pas vu quelque chose de ce genre entre les dirigeants de l'Occident moi-même. Je pense, il faudrait vraiment remonter aux années 80. Eh bien, ne penses-tu pas qu'une partie de la raison pour laquelle ils n'ont pas ce genre de coopération approfondie, tu sais, travailler ensemble, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire? Je veux dire, regarde Trump. Il parle tellement de ramener des emplois aux États-Unis. On dirait que
tout l'objectif de cette guerre tarifaire est de faire ça. Et pourtant, Tim Cook a récemment déclaré qu'il prévoyait de fabriquer tous les iPhones en Inde au lieu de la Chine. Eh bien, ça ne ramène pas les emplois aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ici? Oui. Et Trump ne semble pas savoir quoi faire. Il se dit « OK ». Puis il a pensé « OK, on devrait continuer cette guerre tarifaire, même si c'est une mauvaise idée, tout le monde le lui a déjà dit. » Donc maintenant, il va mettre des tarifs sur tous les films produits en dehors des États-Unis. Je ne pense tout simplement pas qu'il ait un objectif clair de ce qu'il essaye vraiment d'accomplir. Eh bien, manifestement, il ne le fait pas. Et je dois dire ceci dans son ensemble. Lorsqu'il est devenu président, les 2 premières semaines semblent être un début assez impressionnant. Beaucoup d'énergie, des gens qui arrivaient, des coupes budgétaires, la fermeture de l'USAID et tout cela, on avait l'impression qu'on allait enfin voir quelque chose se passer. Mais il me semble que tout cet élan, dans la mesure où il était réel, a maintenant disparu. Je veux dire, la guerre tarifaire a été un échec. Il n'y a eu aucune remise en question des problèmes fondamentaux des États-Unis. Tu as tout à fait raison d'évoquer l'histoire d'Apple, parce que tu as entièrement raison. En quoi cela profite-t-il à l'Amérique, aux emplois américains, que les iPhones soient fabriqués en Inde plutôt qu'en Chine? Cela les rendra simplement plus chers, d'ailleurs. Parce que, enfin, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais de toute façon, on pourrait dire la même chose de la politique étrangère. Je veux dire, la guerre en Ukraine continue. Le conflit avec l'Iran continue aussi. Toutes ces choses se poursuivent. Et il n'y a aucun signe réel que nous faisons des progrès concrets pour régler l'une ou l'autre de ces situations. Et nous avons eu cet accord extraordinaire sur les minerais en Ukraine qui a abouti à un véhicule d'investissement qui ressemble beaucoup à ceux que les Américains créent toujours et qui ne mène finalement à rien. Bref, tout cela me rappelle une célèbre remarque faite par un premier ministre russe dans les années 90 lorsqu'il parlait des diverses tentatives de la Russie durant cette décennie épouvantable de mener des réformes économiques. Il a dit « Nous voulions bien faire, mais tout s'est passé comme d'habitude ». C'est exactement la même chose ici. Nous avons de bonnes intentions, mais tout se passe exactement comme avant. Un autre sujet qui a attiré beaucoup d'attention ces derniers jours concerne Jeffrey Sachs. Lors d'une de ses interviews, il a affirmé avec 99% de certitude que le virus du COVID provenait de l'université UNC Chapel Hill, donc des États-Unis. Ce n'est pas une théorie nouvelle, même si elle suscite beaucoup d'intérêt en ce moment. Il y a une personne nommée David Martin qui a prononcé un discours lors du sommet international sur le COVID au Parlement européen en 2020, et c'était également sa conclusion que le laboratoire de UNC Chapel Hill produisait le virus COVID-19. Voilà pour un aspect de la question. Garland Nixon, il n'y a pas si longtemps, a également consacré une émission à ce sujet. Sa conclusion était que Fort Detrick était l'endroit d'où le virus avait fui. Donc, il semble que le virus ait été créé à Chapel Hill, à UNC Chapel Hill, mais qu'il se soit retrouvé d'une manière ou d'une autre à s'échapper de Fort Detrick. Ce sont des théories auxquelles, vous savez, beaucoup de personnes en Chine croient également. Fort Detrick est l'endroit où beaucoup de gens pensent que le virus a été divulgué, pas Wuhan. De plus, Trump a signé un décret qui a restreint la recherche sur le gain de fonction. Ce qui est bien, je suis d'accord avec ça. Mais dans son décret, il a mentionné la Chine en particulier. Pour moi, on dirait qu'il essaye d'interdire la recherche sur le gain de fonction des agents pathogènes pour la Chine. Et la Chine, bien sûr, n'a pas du tout apprécié cela. La Chine a répliqué avec un livre blanc exigeant une enquête complète. La Chine a souligné qu'il y avait eu des cas de COVID signalés plus tôt que ce que le gouvernement américain affirme, et des choses comme ça. Donc il y a cette querelle sur l'origine du COVID. Encore une fois,
Je pense vraiment qu'il faudrait une sorte d'enquête menée par des organisations faisant autorité ou quelque chose du genre pour bien comprendre ce qui s'est passé avec le virus du Covid. Tu ne crois pas? Well, it is absolutely essential. I mean, this is Eh bien, c'est absolument essentiel. Je veux dire, c'est un événement énorme. On peut débattre des réponses qui ont eu lieu dans le monde entier, mais elles étaient elles-mêmes considérables. Cela a eu un impact massif sur les sociétés partout dans le monde. Et ce qui aurait dû se passer ensuite, c'est qu'il aurait dû y avoir une véritable enquête, peut-être par l'intermédiaire des agences des Nations Unies. Elle aurait dû faire l'objet d'un rapport public. Toutes sortes de personnes auraient dû être impliquées. Cela aurait dû être une démarche collaborative. Mais ce qui s'est passé, c'est que dès le tout premier jour, cela a été politisé et récupéré par les habituels acteurs aux États-Unis, y compris Trump lui-même. Rappelez-vous, il parlait du virus chinois, ou peu importe comment il l'appelait, et tout ça. Et cette occasion de mener une enquête a été perdue. Enfin, peut-être pas perdue, mais retardée. Et bien sûr, plus cela prend de temps, plus ce sera difficile, parce que les échantillons sont probablement détruits, la paperasse est probablement détruite, les témoins sont probablement réduits au silence ou soudoyés ou autres. Et vous savez, la piste se refroidit maintenant. Je ne pense pas que nous arriverons à faire toute la lumière sur cette affaire. Je suis désolé de le dire. Je pense que trop de personnes très puissantes sont impliquées. J'étais de ceux qui croyaient à l'origine naturelle de tout cela. Après tout, c'est ce que la plupart des scientifiques disaient à une époque. Je ne le crois plus aujourd'hui. J'ai fini par penser qu'il s'est probablement passé quelque chose, causé par quelqu'un. Je soupçonne fortement que la personne responsable se trouvait aux États-Unis. Car si cela venait vraiment de la Chine, on s'attendrait à ce que les États-Unis soient en première ligne pour exiger une enquête, ce qui n'est clairement pas le cas. Cela suggère donc une origine américaine, conceptuelle, pratique, qui peut le dire. Et y a-t-il une chance que nous ayons un jour une réponse? Peut-être dans 20 ou 30 ans, mais je ne pense pas que cela arrive avant. Et c'est très dangereux parce qu'il est probable que, étant donné que les personnes responsables n'ont pas eu à rendre de compte, quelque chose de similaire se reproduira. Je ne savais même pas que la recherche sur le gain de fonction existait avant le début de la pandémie. Je peux affirmer avec une certitude absolue que 99,999999999% des personnes bien informées qui suivent et s'intéressent à ce genre de sujet, je ne parle pas de la grande masse de l'humanité, ignoraient que des recherches sur le gain de fonction étaient en cours. La nature même de cette recherche montre qu'il aurait dû y avoir un véritable débat public à ce sujet, ce qui bien sûr n'a jamais eu lieu. Cela suffit déjà à tirer la sonnette d'alarme et à indiquer que quelque chose de très grave et de très mauvais se passait. Eh bien, c'est en partie ce qui rend la situation dangereuse. Nous n'en savons même pas vraiment. Même si ces recherches sur le gain de fonction existent depuis longtemps, selon David Martin, lors de son discours au sommet international sur le Covid du Parlement européen en 2020, il a affirmé que cela se faisait depuis les années 60. Et il ne s'agit pas seulement des États-Unis, mais aussi de la Grande-Bretagne et de certains pays européens. Il a même déclaré qu'en 2013, lors d'une épidémie de SRAS en Chine, le virus du SRAS avait été produit en laboratoire. Donc ce n'est pas nouveau. Mais comme tu l'as dit, nous ne savons même pas à quel point ces recherches sont dangereuses et nous en savons si peu à leur sujet, n'est-ce pas? C'est là tout le danger et je pense qu'il est vraiment nécessaire de s'en occuper. Bien sûr, et plus on remonte dans le temps, plus il est probable que nous ne parlons pas de tentatives de créer des virus modifiés à des fins médicales, pour créer des antidotes à des maladies qui n'existaient pas,
mais que nous sommes en train de créer. Si l'on remonte jusqu'aux années 60, il est plus probable que l'on parle d'expériences visant à créer des armes biologiques. Cela aurait au moins été l'objectif initial. Parce que dans les années 60, et j'ai vécu les années 60, je me souviens des années 60, les gens ne pensaient pas encore à créer des vaccins à ARN messager ou quoi que ce soit de ce genre. Eh bien, l'autre chose, c'est que peu importe ce qui s'est passé, j'ai l'impression que c'est dans ce genre de moment que les États-Unis devraient prendre les devants et exiger une enquête. D'un côté, les États-Unis se considèrent toujours comme le leader mondial, mais ensuite, dans des situations comme celle-ci, quand ils devraient prendre l'initiative et demander des réponses ou une enquête, ils ne sont pas intéressés. Les États-Unis sont toujours intéressés par le fait de mener des guerres quelque part, de semer le trouble, mais quand il s'agit de prendre la tête, par exemple avec l'IA, je pense vraiment que les États-Unis et la Chine devraient commencer à se pencher sur les aspects éthiques de l'IA, car nous arriverons à un point où l'IA sera tellement puissante qu'on peut imaginer que les humains ne pourront même plus la contrôler. Et puis, il y a aussi l'autre aspect. De plus en plus d'emplois sont perdus à cause de l'IA. Alors, que devons-nous faire, n'est-ce pas? Ce genre de discussion doit avoir lieu. Et la Chine et les États-Unis sont les pays leaders. Ils devraient avoir ce type de discussion. Les États-Unis ne sont pas intéressés. Donc, dans les moments où on a vraiment besoin du leadership américain, les États-Unis disent « ça ne nous intéresse pas ». Eh bien, exactement, car comme nous l'avons évoqué dans de nombreuses émissions, les États-Unis, comme tous les pays occidentaux, sont en fin de compte centrés sur le pouvoir. Et tant qu'on n'a pas compris cela, rien de ce qu'ils font n'a vraiment de sens. Donc de leur point de vue, si mener ce genre d'enquête, ou, à l'inverse, s'interroger sur les questions philosophiques liées à l'IA, compromet leur chance de maximiser leur puissance, alors les États-Unis ne veulent tout simplement pas s'y impliquer. D'ailleurs, à ce sujet, ma femme, comme tu le sais, est universitaire. Je sais qu'au sein du monde scientifique et technologique, à la toute pointe de la recherche, on parle de cela dans les universités. Ils disent que la philosophie n'a jamais été aussi importante comme discipline, précisément parce qu'il est nécessaire, à travers la philosophie, d'aborder ces questions. Quel pays possède une tradition philosophique exemplaire? Je dis ça, je dis rien. Oui, nous parlons des examens, n'est-ce pas? Tout au long de l'histoire chinoise, l'empereur organisait ses examens. Et la philosophie en était une grande partie, oui. Eh bien, absolument. Je veux dire, il existe des écoles philosophiques qui remontent à des millénaires, une immense tradition dans la philosophie et la pensée philosophique, fondée en grande partie sur des idées humanistes. Si l'on s'intéresse à la nature, au taoïsme, tout cela, il serait évident de vouloir s'en inspirer. Je veux dire, c'est justement le moment de dire oui. Oui, je pense que c'est logique. Lorsque l'empereur chinois, le Huangdi, recevait les candidats, la dernière étape, avant que ces personnes qui essayaient d'accéder au plus haut niveau du gouvernement, de diriger le pays, la dernière étape était que le Huangdi interviewait la personne, n'est-ce pas? Et lors de l'entretien, l'empereur s'intéressait toujours à la vision du monde de cette personne. Je pense que c'est logique, non? Parce que la vision du monde te dit quel genre de dirigeant cette personne sera, comment elle va gérer les choses. On apprend beaucoup sur quelqu'un à travers sa vision du monde et ses réponses philosophiques à ces questions. Ça a du sens. Absolument. Je dois dire que l'un des livres qui m'a permis de comprendre et de m'intéresser à la Chine plus que tout autre est un ouvrage portant sur un conflit politique survenu au début du XVIe siècle sous la dynastie Ming. L'empereur de l'époque est mort sans laisser d'héritier. Il a donc fallu décider quel autre membre de la dynastie le remplacerait.
Ensuite, la question était de savoir si le nouvel empereur honorerait le précédent empereur comme son père, ou s'il continuerait à honorer son père biologique comme son père. Cela a provoqué une controverse énorme et des discussions intenses en Chine. Présenté ainsi, tout cela semble très ésotérique. Et vous savez, on peut se demander quelle importance cela a et tout ça. Est-ce que ces gens ne perdaient pas leur temps à se disputer sur des choses sans importance? Mais en réalité, lorsque l'on gratte sous la surface, on découvre que toute la discussion portait sur l'éthique, sur la vertu, sur la question de savoir si les sentiments devaient primer sur l'intellect. Toutes ces grandes questions philosophiques ont été débattues et mises en scène de manière massive et vraiment très intéressante. Et la qualité du débat intellectuel, je crois qu'en Chine on appelle cela la grande controverse des rites, d'ailleurs. Je ne sais pas comment ça se traduit en chinois, mais le niveau du débat intellectuel était vraiment assez stupéfiant. C'était comme si toute la Chine ressemblait à une salle commune universitaire, au département de philosophie d'une salle commune universitaire, Cambridge ou quelque chose de ce genre. C'était vraiment de ce niveau-là. Je dis ça comme ça. D'accord. Parlons-en la semaine prochaine. Il semble qu'il se soit passé beaucoup de choses rien que ces derniers jours. Oh, absolument. D'accord. Voyons ce qui se passe d'ici mercredi prochain. Merci beaucoup. En effet, avec plaisir. Passez une excellente journée. Passez une excellente semaine. Toi aussi. Au revoir.